Moetai Broderson, la situation en Nouvelle-Calédonie avec le référendum d'autodétermination en novembre, ça vous fait rêver ? Non, ça ne nous fait pas rêver, mais on est des observateurs attentifs du processus calédonien, puisqu'on a une histoire commune, on a une colonisation commune et un processus de décolonisation parallèle. Maintenant, il y a des choses qui s'appliquent en Nouvelle-Calédonie qui ne s'appliquent pas chez nous. Il y a des situations à la fois sociales, économiques, démographiques qui sont très différentes. Donc, il faut en retenir. Vous êtes très proche de l'UC, notamment ils étaient présents au congrès du Tavini lorsque les listes ont été présentées. Bien sûr, on est très proche des mouvements kanak, des mouvements indépendantistes. Chibaou était un frère de lutte d'Oscar Temaru. On est tout le temps en contact. Maintenant, il y a des éléments du processus calédonien qui ne sauraient s'appliquer chez nous, ne peuvent pas être transposés tels quels. Alors, votre actualité en tant que député, il y a 2 projets de loi qui vous tiennent à cœur. L'inéligibilité à vie pour les élus qui ont été condamnés et le nucléaire. Comment avancent-ils tous les deux ? Alors, donc pour la première, c'est des propositions de loi. Les projets de loi, c'est le gouvernement. Donc, la première proposition de loi sur l'éligibilité à vie, ça a été déposé le 9 mars. Ça a été accepté donc par le bureau de l'Assemblée. Maintenant, il faut que ça s'inscrive dans le calendrier. J'espère avant la fin de l'année, sinon en début d'année prochaine. Donc, ça, c'est le rythme de l'Assemblée nationale. Ça ne peut pas vraiment aller plus vite que ça. Concernant le nucléaire, c'est 2 propositions de loi que je m'apprête à déposer. Mais avant de les déposer, c'est toujours un peu le même processus, on va dire, participatif. Je ne suis pas dans ma tour d'ivoire à pondre des propositions de loi comme ça, tout seul, sans concertation avec les gens qui sont concernés. Donc c'est en contact avec les associations ? En contact avec les associations. J'ai reçu le soutien de l'association 193. J'étais hier à l'Assemblée générale de Mururu et Tato, où on a beaucoup débattu de ces propositions de loi. Ils soutiennent également ces 2 propositions de loi. Ils vont participer à la rédaction de ces propositions de loi pour être sûr qu'on est en phase, en fait. Alors, vous êtes également candidat pour ces territoriales dans la 3e section des Îles du Vent, en 3e place, éventuellement éligible donc. Vous êtes déjà conseiller municipal à Fa'a et donc député. En cas de victoire, et pour respecter la loi du non-cumul des mandats, quel mandat laisseriez-vous ? Bien, malheureusement, à mon grand regret, je serai contraint de laisser mon poste de conseiller municipal. Pourquoi c'est un regret ? Parce que c'est un mandat qui est génial. On est au plus proche de la population, on résout des problèmes concrets. Il y a quelqu'un qui vient vous voir le matin parce que son compteur d'eau ne fonctionne pas, qui vous appelle parce qu'il y a le mur du voisin qui tombe chez lui. Des fois c'est cocasse, des fois c'est sérieux, des fois c'est grave, mais c'est toujours très proche de leur quotidien finalement. Et donc c'est un mandat qui est vraiment superbe et j'espère que ma satisfaction, c'est que celui qui me remplacerait est un jeune et j'espère qu'il aura à cœur d'assumer ce mandat avec toute l'énergie requise. Vous êtes donc en 3e position. Oscar Temaru reste la tête de liste. Les têtes de liste ne changent pas. Est-ce qu'au Tavini aussi, on a des problèmes à faire une place aux jeunes ou est-ce que finalement, ces têtes de liste historiques, c'est un petit peu la clé du succès ? C'est une alchimie délicate que ces compositions de liste. Il y a à la fois ceux qui ont besoin... Enfin, de toute façon, chez nous, la question ne se pose pas tout à fait dans ces termes-là. On n'a pas un leader qui est accroché au pouvoir. Il est soucieux des responsabilités qui sont assumées quand on mène une liste. Il est également soucieux de ne pas faire du jeunisme pour du jeunisme. Donc nous, on a fait monter des jeunes. Si vous regardez bien notre liste, il y a beaucoup de jeunes. C'est toujours la même tête de liste depuis 30 ans. C'est comme dans d'autres listes. Mais le temps viendra. Le temps viendra où cette tête de liste changera. Ça se fera naturellement, ça se fera sans heurts, contrairement à ce qu'on voit ailleurs. Merci, on vous retrouve dans un instant, juste après le résumé de l'actualité de la semaine. Un hebdo marqué par la situation sociale au journal La Dépêche, les actions anti-PACA, mais d'abord la fin du dépôt des candidatures pour ces territoriales. Hebdo préparé par Eric Tang et Miranda Aritei. Elles sont 7 à avoir triomphé du compte à rebours fatidique. 7 listes déposées avant 12 heures précises. Le Tapura a ouvert le bal ce matin vers 9 heures. Deuxième arrivée, le président de l'Assemblée. Avec son nouveau parti, Te Ora Apino Porinetia, il a eu quelques angoisses de dernière minute, mais sa liste est complète avec des nouvelles têtes. Vers 11h30, Jeffrey Salmon en personne, nouvelle tête de liste Tawera, apporte ses précieux papiers. Le dossier a été déposé.
Nous attestons par un récépissé provisoire que le dossier a été déposé. Nous avons ensuite 3 jours pour l'examiner. Et ensuite, nous délivrons donc le récépissé définitif, qui peut être favorable ou défavorable. Ces presses rotatives n'imprimeront plus le journal de la dépêche. Elles seront vendues pour payer les dettes de la société. Dès hier, après la mise en liquidation, des scellés ont été posés. Ce matin, il ne nous a pas été permis de filmer, mais le liquidateur judiciaire est sur place. C'est désormais lui qui devra faire les comptes, vendre le matériel de l'imprimerie et licencier le personnel. J'attends des propositions qui doivent émaner au roi et de la DRH sur des propositions de reclassement. 4 voitures remplies de policiers ont débarqué devant cette boutique du centre de Papeete qui avait déjà défrayé la chronique le jour de son ouverture. La vente de graines de cannabis est désormais interdite par la loi. Ce produit a disparu des rayons. Restent les pipettes et surtout le site internet du magasin qui incite clairement, selon la police, à la consommation de paca. Un employé présent sur place sera mis en garde à vue, ainsi que le patron du magasin. Avec quelle charge, a priori? Pour l'instant, nous sommes uniquement sur le délit d'incitation, de provocation à la consommation des produits stupéfiants, qui est réprimé par le Code pénal. Le projet de nouvelle Hilton a été présenté ce matin au maire Oscar Temaru par les promoteurs Tropical Architecture. Un investissement estimé à 3 milliards de francs et un chantier qui devrait durer 18 mois. La société Hilton prévoit également d'embaucher une centaine de personnes de la commune de Faa. Dans la cour du collège de Punaouia ce matin, les élèves se souviennent parfaitement de cette intervention de la gendarmerie. C'était mardi, à l'arrivée des premiers bus. Les gendarmes saisissent quelques pipettes et du cannabis. Le chien, il est parti dans le bus et il a sorti s'il y avait du paca ou de la drogue. Il a surpris. Vous avez eu peur? Ouais. C'est chaque année comme d'habitude, donc ça ne nous choque pas. Mais la principale du collège tempère. Cette opération menée conjointement avec la gendarmerie, elle la qualifie surtout d'opération de sensibilisation. On leur explique que le paca reste sur les vêtements, reste dans le corps. Le tribunal a tranché. Pacific Press devra respecter l'accord d'octobre 2017 qui prévoyait que la dépêche serait imprimée dans ses locaux et non plus sur les vieilles rotatives de la dépêche. Un tour de passe-passe de Dominique Auroy qui a créé des sociétés distinctes, l'une pour l'imprimerie, l'autre pour le journal La Dépêche. La direction générale de La Dépêche doit être en discussion à l'heure actuelle avec la direction de Pacific Press. Je ne m'interdis pas de penser qu'on puisse imprimer un journal dès ce lundi soir pour que nos lecteurs trouvent leur journal mardi matin dans les kiosques. Et suite à la perquisition au magasin de pipettes de Papeete, le gérant et ses 2 associés ont été présentés ce matin devant le procureur et remis en liberté après 96 heures de garde à vue, le maximum. Ils seront convoqués devant le tribunal correctionnel en septembre prochain. Les 3 hommes ont de leur côté porté plainte contre le directeur de la DSP pour traitement inhumain et dégradant. En attendant, le magasin reste fermé. Moetai Broderson, on l'a vu, finalement 6 listes sont en course. Qui est votre adversaire le plus sérieux pour vous? On ne se pose pas la question des adversaires. Nous, on essaie de convaincre la population sur notre programme, sur la liste qu'on présente. Après, chacun mène sa barque, chacun est dans la course avec sa façon de faire, les personnes qu'il veut mettre en avant. Mais on n'est pas là à se demander qui est notre adversaire. Le Tasigny a accédé au pouvoir en 2004 avec la bannière de l'UPLD. C'était plus au nom du changement que véritablement pour l'indépendance, ce choix des électeurs. Aujourd'hui, est-ce que l'indépendance fait toujours recette? Est-ce que c'est suffisant pour espérer remporter une élection? Alors, c'est pas... quand vous lirez notre programme qui est très détaillé, vous verrez qu'on ne parle pas de l'indépendance et que de l'indépendance et de l'indépendance à toutes les pages. On parle de l'indépendance. Le statut, c'est important. Le statut, c'est important. Donc nous, on est clair là-dessus. Notre but, c'est d'arriver à la pleine souveraineté et à l'indépendance. Maintenant, ça ne va pas arriver demain. On a vu le même fantasme en 2004 où on prédisait l'indépendance le 24 mai. Ça ne s'est pas produit. Ce sera pareil cette fois-ci. L'indépendance, c'est pas pour le lendemain des élections. Ça se prépare. Alors les actions anti-paca cette semaine, on l'a vu avec la fermeture d'un magasin de Papeete et une intervention de la gendarmerie au collège de Punaouia. En 2010, Oscar Temaru avait demandé un usage autorisé pour les touristes à l'Assemblée. Pas vraiment de positionnement clair depuis. Quelle est la position du Tasigny aujourd'hui pour ou contre la dépénalisation?
Alors, il y a 2 sujets, en fait, là-dessus. Il y a d'un côté l'usage récréatif du cannabis, et il y a de l'autre côté tous les autres usages. Donc, vous verrez dans notre programme que nous sommes pour une légalisation des usages thérapeutiques et industriels du cannabis. Maintenant, c'est-à-dire par exemple... Sur ordonnance ? Oui, comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait en Suisse, comme ça se fait dans tant de pays civilisés dans le monde, comme la Nouvelle-Zélande se prépare à produire en masse du cannabis à usage thérapeutique. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont des pathologies lourdes avec beaucoup de douleurs chroniques et qui sont finalement, pour cette douleur, qui sont soignés avec des produits chimiques qui sont au final mauvais pour le corps. Comparativement, l'usage du cannabis pour soigner ces douleurs n'a pas les effets secondaires et c'est un produit naturel qui est reconnu par les grands spécialistes dans le monde comme bien meilleur que la morphine, par exemple. Donc, pour ces usages-là, nous sommes pour. Et le deuxième aspect, vous parlez de... Le deuxième aspect, là, il est encore en discussion parce que je crois que à la limite, il faudrait poser la question, peut-être au travers d'un référendum à la société polynésienne, parce que les avis sont divisés. Je crois dans tous les partis, d'ailleurs. Il y a ceux qui disent, moi j'en fais partie, qu'il faut dépénaliser, parce que c'est ce qui s'est fait au Portugal et ça a fonctionné. C'est-à-dire que la dépénalisation a permis de réduire le taux d'addiction. Donc ça, c'est ma conviction à moi. Mais d'autres personnes, soit pour des convictions religieuses, soit pour des questions de philosophie, soit parce pour des préjugés. Enfin, bon, on n'est pas là pour juger les uns et les autres, mais en tout cas, les avis sont partagés. Donc peut-être qu'il faudrait, sur cet usage, cette dépénalisation, consulter les Polynésiens eux-mêmes. Rapidement, l'hôtel Hilton fermé en 2010 qui s'apprête à réouvrir. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Ah, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Je crois que cet hôtel manquait dans le paysage à la fois touristique et puis n'oublions pas que c'était un hôtel où se tenaient beaucoup de conférences, beaucoup de symposiums, beaucoup de choses comme ça, du fait de sa localisation en ville sans être en ville, avec une grande salle à disposition. Et c'est un hôtel qui manquait dans le paysage. Donc on est très très content. En plus, il est à Fara, donc forcément. Moetai Broderson, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.